Écoutez, merci beaucoup. Je voulais d'abord remercier Christelle Cornil et Camilla Peruzzo pour l'organisation de ce magnifique colloque et puis pour m'avoir fait l'honneur de m'inviter à en faire les conclusions, ce qui est vraiment un immense défi et la pression montait pendant toute la matinée au fur et à mesure de l'audition des différentes interventions. Il y a vraiment une montée en puissance. Je voulais aussi rendre hommage au travail remarquable qui a été mené par ces deux auteurs depuis plusieurs années sur toutes ces thématiques environnementales et plus spécifiquement climatiques, et sur la réflexion de fond qui a été engagée à travers diverses contributions sur les liens entre droits de l'homme et environnement et lutte contre le réchauffement climatique. Alors, je vais simplement quand même j'aimerais inverser la vision, mais je ne sais pas exactement comment faire, parce que là, on voit en fait le... Ah non, voilà, si je fais comme ça, je pense que ça va marcher. C'est Voilà. parfait. Alors bon, j'ai beaucoup appris pendant ces 2 jours. Je ne vais pas citer systématiquement toutes les contributions pour les résumer, mais je vais plutôt, à un stade tout préliminaire, donner quelques premières conclusions à chaud. Il faudra bien sûr les affiner dans le cadre d'une contribution écrite. Je vais organiser ces conclusions autour de 3 points. Le premier point qui concerne l'opportunité et la plus-value d'une approche droit de l'homme des questions climatiques. Je crois que ça a été beaucoup soulevé à travers les différentes interventions. Deuxième point dans lequel j'entrerai dans le vif du sujet juridique proprement dit, tout en prolongeant certaines réflexions du premier point à propos des questions et des difficultés juridiques qui sont soulevées par cette approche droit de l'homme des questions climatiques. Et puis enfin, le troisième point, sur des concepts juridiques qui viennent d'être évoqués et qui peuvent être présentés soit comme une alternative, soit comme des compléments à l'approche droits de l'homme, c'est-à-dire les droits de l'humanité et les droits de la nature. Alors, je commence donc par le premier point sur la question de l'opportunité, de la plus-value d'une approche droits de l'homme des questions climatiques. Et pas plus tard que ce matin, on a pu évoquer, c'est Catherine Lebris, je crois, qui a évoqué les risques de dilution, de dénaturation des droits humains dans leur usage appliqué aux questions climatiques. On a pu évoquer aussi au fond, la relative inefficacité, le caractère non approprié ou non adapté de l'approche droits de l'homme appliquée aux questions climatiques. Et Benoît Meyer aussi a émis beaucoup de doutes, avec un grand sens critique au début de ce colloque. Je voulais reprendre, et non pas pour lui chercher querelle, mais en tout cas parce que je trouve que son argumentation, enfin, telle qu'il l'a développée hier, m'a tout de suite interpellé. Je voulais reprendre au fond un petit peu ses propos pour démarrer la réflexion. Lorsqu'il affirmait hier que les droits de l'homme visaient à la protection de l'individu contre la poursuite d'objectifs d'intérêt général, et où il se demandait s'il n'y avait pas un risque d'interpréter les traités de droits de l'homme comme la source d'une obligation pour les États de promouvoir un objectif d'intérêt général. Donc c'est une ligne critique qui me paraît intéressante, paraît être un bon point de départ. Je me demande quand même si elle ne fait pas ou si elle ne manque pas la distinction, ou une distinction qu'il faudrait peut-être affiner entre objectif d'intérêt général, tel qu'il l'énonce, et puis une notion qui me paraît plus circonscrite d'un point de vue juridique, qui est l'idée de but légitime, le concept de but légitime d'une restriction dans le fonctionnement du régime des droits de l'homme. Les buts légitimes, font des raisons légitimes qui peuvent être invoquées par des gouvernants pour porter atteinte à un droit dans le fonctionnement du régime des droits de l'homme, et ça se résume fondamentalement à 2 catégories, les droits d'autrui et puis les droits de tous qui sont recouverts par la notion générale d'ordre public. Et puis, les objectifs d'intérêt général, c'est, me semble-t-il, quelque chose de différent. Ce sont des buts de politique publique qui sont élaborés, mis en œuvre par les gouvernants. Et si on prend un exemple dans un domaine qui est complètement différent, par exemple la lutte contre l'impunité, on peut avoir une politique publique de lutte contre l'impunité, et cette politique publique, elle va pouvoir être suscitée, incitée, accompagnée par la revendication d'un droit, y compris devant les tribunaux, à un recours effectif. Pensons par exemple à un contentieux stratégique mené contre une loi d'amnistie qui amnestierait des auteurs de violations graves des droits de l'homme. Ça viendrait au fond à l'idée de personne
de dire que les individus qui revendiqueraient leur droit à un recours effectif se mettraient du côté de l'ordre public ou, au fond, invoqueraient quelque chose qui serait dangereux pour les droits de l'homme. Pourtant, ils contribuent à la mise en œuvre d'une politique publique, d'un objectif d'intérêt général qui est celui de la lutte contre l'impunité. Je crois que cette question, ce point de départ, au fond, nous interroge et je crois qu'il y a une tournure générale dans nos discussions. On peut se demander si, au fond, on n'a pas parfois, et je m'adresse aussi le reproche à moi-même, hein, une conception parfois trop contentieuse et subjective des droits de l'homme. Or, les droits de l'homme sont toujours à la fois des droits subjectifs qu'il faut faire valoir devant les tribunaux et en même temps du droit objectif, c'est-à-dire des normes, et souvent d'ailleurs des normes qui ont une valeur constitutionnelle ou internationale, et qui vont venir conditionner le contenu de la législation, et donc la détermination, la définition des buts d'intérêt général. Plus profondément, ça pose la question des droits de l'homme, des rapports entre droits de l'homme et politique. Pour paraphraser le titre d'un article fameux qui avait fait date, tout en déformant ce titre, je dirais que les droits de l'homme ne sont pas à eux seuls une politique, mais ils constituent le cadre nécessaire de toute politique, à tout le moins dans une société démocratique, pour reprendre les termes de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire une société qui se veut, qui se prétend fondée sur le principe d'autonomie. Principe d'autonomie qu'on peut définir comme, selon Jürgen Habermas, par l'idée que les destinataires des normes juridiques peuvent en même temps se comprendre comme en étant les auteurs. De ce point de vue-là, il me semble impossible de réduire les droits à des prérogatives ou à des atouts que les individus monades feraient valoir contre l'État pour défendre leurs intérêts égoïstes. Ce serait au fond ignorer ce lien fondateur entre démocratie, État de droit et droits de l'homme. Cette ligne critique, elle est prolongée par un argument qui a été présenté hier par Matthias Pettel, que lui-même a contredit, a contré, et qui est un argument puissant pour éventuellement arguer du fait que les droits de l'homme ne seraient pas forcément la bonne solution, voire même que les droits humains, finalement, feraient partie du problème. C'est quelque chose qui a pu être aussi affirmé, ferait partie du problème climatique parce qu'au fond, il contribuerait à individualiser, à dépolitiser un certain nombre de questions qui seraient politiques, y compris la question de la lutte contre le changement climatique. C'est une question qui devrait faire l'objet de débats politiques, de choix politiques. Or, se fonder sur les droits de l'homme pour réclamer ou pour fonder des obligations des États, ce serait au fond dépolitiser la question. Alors, on connaît l'argument. J'avais eu l'occasion de le critiquer dans une autre contribution. Au fond, d'ailleurs, en fait, il se dédouble souvent ou il prend différentes identités, cet argument. Je dirais qu'il a une identité de gauche ou progressiste, type Critical Legal Studies, et je crois que Matthias Pettel, dans son étude, d'ailleurs, cite Martti Koskenniemi, avec cette idée, au fond, que les droits de l'homme participeraient au projet du libéralisme économique, au capitalisme mondial, qui contribuerait à cette fin, à atomiser la société, à réduire la société à une société d'individus et donc de consommateurs, et que, de ce fait, ils empêcheraient toute action révolutionnaire collective. C'est une critique qu'on connaît, qui a été adressée notamment dans le domaine des droits économiques et sociaux. Et puis, il y a une variante de droite, conservatrice, de cet argument, type, en tout cas la position qu'adopte depuis quelques années Marcel Gauchet, qui est au fond que les droits de l'homme contribueraient à la dissolution de la nation, qui serait, selon ses auteurs, le seul cadre dans lequel le projet démocratique pourrait se réaliser. Il me semble que ces arguments méconnaissent les développements contemporains des droits de l'homme, au sens juridique. Et d'ailleurs, je crois que leurs tenants ignorent en grande partie en fait, le droit positif en matière de droits de l'homme. Et notamment, ils sous-estiment grandement la plasticité, mais aussi la juridicité des droits de l'homme, c'est-à-dire leur capacité, au fond, à s'inscrire dans à être soumis à une approche casuistique par le juge,
à un système de balance des intérêts qui fait que, au fond, il y a un constant retour au fait de l'espèce et, et une impossibilité de choisir systématiquement en faveur, par exemple, d'une interprétation individualiste ou atomisante des droits. Au fond, il y a toujours un équilibre qui se fait entre ordre public, intérêt de la société d'un côté et intérêt individuel de l'autre. Donc, à mon sens, les droits de l'homme ne dépolitisent pas les problèmes, simplement, ils les repolitisent autrement. Et ils les repolitisent autour d'un débat sur le droit et sur les droits et sur leur nécessaire évolution dans une société démocratique. Et à cet égard, à mon sens, ils permettent une participation politique de voix qui, sans cela, seraient exclues par des systèmes politiques qui soit sont fermés, des dictatures ou des démocraties libérales, si ce terme a un sens, soit par des systèmes démocratiques qui sont sclérosés par le primat de la représentation, comme c'est le cas dans beaucoup de démocraties contemporaines, y compris en Europe. Donc, s'il fallait, dans le cadre de ces conclusions, défendre une thèse, hein, je mets ce terme vraiment entre de grands guillemets, du moins un point de vue, celle-ci serait davantage que les droits humains, à mon sens, ont une plus-value, peuvent effectivement renforcer la lutte contre le changement climatique, et que, inversement, la crise climatique et plus largement l'anthropocène, faudrait-il dire, peuvent sans doute amener à revivifier les droits de l'homme en les détachant définitivement du projet de l'État moderne et de l'ordre interétatique fondé sur la souveraineté, qui lui-même, il faudrait approfondir un peu ce point, est porteur du dualisme entre espèce humaine et nature. C'est au fond une thèse qui est illustrée, me semble-t-il, de manière un petit peu diffuse par les points qui vont suivre. Deuxième point, donc, dans mon propos, les questions et les difficultés juridiques qui ont été évoquées dans les différentes interventions, avec souvent beaucoup de profondeur et de lucidité. Si on s'interroge sur ce que c'est qu'une approche droit de l'homme du climat, on peut dire au fond que c'est essentiellement deux choses, hein, je simplifie un petit peu, mais d'abord, la première partie, c'est faire en sorte que les mesures d'atténuation et d'adaptation qui sont prises en vertu du droit international applicable au changement climatique respectent les droits de l'homme. Ça, je dirais que ce n'est pas la partie la plus compliquée. En fait, on sait faire. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est facile, mais conceptuellement, juridiquement, d'un point de vue opérationnel, au fond, c'est des choses qu'on connaît assez bien. On a quand même une assez bonne expérience, notamment depuis pratiquement une trentaine d'années, de ce qu'on appelle l'approche droit de l'homme du développement. Et on sait mettre en œuvre ce type d'approche. Il faut identifier les créanciers et les débiteurs, il faut appliquer les principes d'universalité, il faut appliquer et mettre en œuvre le principe de participation-inclusion, la transparence, la redevabilité, l'accès aux voies de recours. C'est des choses qu'on sait relativement bien faire. Je ne dis pas encore une fois que c'est facile, mais en tout cas, d'un point de vue conceptuel, ça se comprend assez bien. C'est la deuxième partie qui est plus compliquée dans l'approche droit de l'homme du climat, c'est la partie qui consiste à faire valoir les droits pour renforcer les obligations climatiques, voire même, comme ça a été très bien dit, je crois, hier par Mathias Pettel, pour activer de manière autonome des obligations des États dans la lutte contre le changement climatique, donc au-delà même des engagements qu'ils ont pu prendre dans le cadre des négociations climatiques. Donc, autrement dit, les obliger à, en vertu des droits de l'homme, pris de manière autonome, à lutter contre le changement climatique de manière effective et contre les effets délétères du changement climatique sur les droits de l'homme. Alors, ça exige sans doute la prise en compte de cet objectif ou la mise en œuvre de cet objectif, ça exige sans doute une évolution du régime des droits de l'homme. Mais je préférerais de ce point de vue-là, utiliser le terme évolution plutôt que le terme de mutation qui a été utilisé par Christelle Cournine. Pourquoi? Parce qu'il me semble qu'il y a déjà des évolutions en cours. Encore une fois, les droits de l'homme ont beaucoup évolué, continuent à beaucoup évoluer, je dirais pratiquement tous les jours, tous les ans. Il y a des innovations en matière d'interprétation. C'est une matière extrêmement dynamique. Regardons par exemple la question temporelle qui a été beaucoup évoquée aussi, la question de la temporalité des droits. Catherine Lebris disait encore ce matin, au fond, les droits de l'homme, c'est les droits pour le présent.
Je nuancerai cette affirmation. D'abord, il y a une affirmation de longue date de la notion de violation potentielle dans la jurisprudence face à des risques prévisibles, particulièrement en matière d'éloignement du territoire. C'est une jurisprudence qui maintenant est absolument classique. Et puis, il y a peut-être plus récemment aussi une expansion, mais tout à fait remarquable, des obligations positives de prévention découlant des droits de l'homme. On peut à cet égard se référer, c'est mes références préférées, hein, à l'observation générale numéro 36, et en particulier au paragraphe 26 et 62. Je n'ai pas le temps de développer, mais les participants iront voir de leur côté. La question de la qualité de victime aussi a beaucoup évolué. Pendant très longtemps, il fallait démontrer, effectivement, pour démontrer sa qualité de victime, qu'on avait soit été victime, donc on avait subi des effets indésirables comme résultante d'une action de l'État ou d'une omission de l'État, soit qu'on allait subir un effet indésirable ou dommageable de manière imminente. Mais cette condition d'effet imminent est interprétée de manière beaucoup plus souple dans un certain nombre d'affaires récentes. Et je pense qu'on peut constater en réalité une dilatation, et on peut compter, je pense, tabler sur une dilatation progressive de la temporalité, en particulier face à des phénomènes de longue durée ou continus. À cet égard, il faudrait discuter de manière un petit peu plus détaillée la position du Comité des droits de l'homme dans l'affaire Yohan Teichota contre Nouvelle-Zélande, qui, certes, considère que le danger n'est pas suffisamment éminent, mais soumet quand même l'État néo-zélandais à une sorte, et l'État de Kiribati surtout, à une sorte de supervision continue en l'engageant à prendre les mesures nécessaires d'atténuation du changement climatique. Et avec cette possibilité qu'à l'avenir, à un moment donné, effectivement, le Comité des droits de l'homme qu'on puisse considérer effectivement qu'il serait dangereux, qu'il serait impossible, ou contraire aux obligations en vertu du pacte, de renvoyer une personne vers Kiribati si les mesures d'atténuation n'étaient pas suffisantes. Donc je crois qu'on change un petit peu de rapport à la temporalité de ce point de vue-là. Plus largement, il faudrait approfondir la vocation cosmopolitique des droits de l'homme, qui, si on y réfléchit, est conceptuellement inhérente au concept. Les droits de l'homme, c'est les droits de toute personne humaine, indépendamment de sa nationalité. Et donc, dans un monde, au fond, on pourrait dire, les États n'existent pas d'un point de vue tout à fait conceptuel. Ce qui amène à les penser, ce qui devrait amener à les penser plus systématiquement en dehors du cadre de l'État moderne, dans lequel pourtant ils ont été développés, c'est incontestable, et en dehors aussi de la société interétatique dans laquelle ils ont été progressivement mis en œuvre. J'ai beaucoup aimé à cet égard l'évocation par Olivier de Scutter et Mathias Pettel de la notion de responsabilité cosmopolite. Il y a deux points qui ont été évoqués, qui ont été discutés à cet égard, qui illustrent, je crois, cet approfondissement de la vocation cosmopolite qui est en cours, encore une fois. Ce n'est pas quelque chose qui est à venir ou qui est complètement irréaliste ou qui est idéaliste, c'est quelque chose qui est en train de se passer dans le cadre de l'évolution de la jurisprudence en matière de droit. La première question, c'est la question de la portée spatiale des obligations des États en matière de droits de l'homme, avec la problématique de la juridiction. Alors, cette notion de juridiction, elle renvoie évidemment classiquement, le terme même, au principe de compétence territoriale exclusive, à la portée essentiellement territoriale des compétences, mais aussi des obligations des États, et on peut renvoyer à cet égard à nos classiques, relire nos classiques, l'affaire du Lotus, l'affaire des îles de Palme, la sentence arbitrale dans l'affaire des îles de Palme. Cette notion de juridiction, elle reflète fondamentalement une vision très classique de l'espace terrestre comme étant organisé autour de territoires étatiques. Or, cette vision, elle est complètement contraire, cette vision territoriale, elle est complètement contraire à la vision cosmopolitique qui est elle-même inhérente au concept de droit de l'homme, comme étant des droits qui appartiennent à toute personne du fait de sa qualité d'être humain, c'est-à-dire fondamentalement sans considération de nationalité, sans considération d'un lien, quel que soit avec un État,
et sans considération de la localisation de la personne. Où que se trouve la personne sur la surface de la Terre, au fond, elle est titulaire de droits humains. Il y a une non-territorialité qui va avec l'universalité des droits de l'homme au-delà de l'État. Il faudrait pousser, au fond, cette logique des droits de l'homme jusqu'à son terme et en déduire une obligation cosmopolitique, une responsabilité cosmopolite, comme disaient hier Olivier de Scutter et Mathias Pettel, qui soit totalement détachée du lien territorial. Or, on peut, alors je ne dis pas que c'est complètement fait, qu'il y a effectivement une obligation cosmopolite ou une responsabilité cosmopolite qu'on peut lire dans le droit positif actuel, mais il y a des tendances dans ce sens qui sont très nettes. Et on le voit à travers l'évolution de l'obligation territoriale vers la juridiction, donc obligation territoriale, territorialité au fond de l'obligation en matière de droits de l'homme, ça c'est le point de départ, hein, avec une évolution progressive vers la notion de juridiction conçue comme contrôle effectif, y compris dans une application extraterritoriale, donc avec la possibilité d'une obligation qui naît du fait d'un contrôle effectif à l'extérieur du territoire pour l'État, vers, et ça c'est l'évolution plus récente, qui est encore fragile, je l'accorde tout à fait, vers une conception qui s'oriente davantage vers la capacité effective comme condition de l'obligation. Capacité effective de l'État de ne pas ou de respecter, le protéger et mettre en œuvre les droits de l'homme en toute personne, de toute personne, et où que se trouve cette personne. On peut citer des exemples, là aussi il faudrait approfondir, mais je renvoie là aussi à l'observation générale numéro 36. Évidemment, et pour des sujets qui sont plus proches à la Cour interaméricaine des droits de l'homme avec son avis consultatif numéro 23, et puis encore plus récemment, exactement dans le même sens et appliquant un petit peu la même idée, l'affaire Karatsatchi, évidemment, devant le comité des droits de l'enfant. Il y a une autre approche qui approfondit, je pense, cette vision cosmopolitique, c'est l'approche par les vulnérabilités face à la crise climatique. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la société des États souverains consacre ce qu'on peut considérer comme étant le triomphe du solipsisme. Alors c'est vrai à la fois sur le plan juridique, sur le plan politique, sur le plan psychologique, c'est-à-dire que le monde extérieur est toujours conçu dans et à partir du sujet pensant. Ce qui conduit à une vision du monde et à une vision juridique aussi, à une conception juridique du monde et une conception juridique du droit international selon des cercles concentriques du même, c'est-à-dire l'alter ego, le même que moi, jusqu'à l'étranger lointain, qui est dans le cercle le plus éloigné. On part du centre, au fond, pour aller vers les marges. Or, le pouvoir, il est exercé au centre par le sujet, qui est en général masculin, européen, plutôt de classe moyenne, en fonction des intérêts du centre et sur les marges, dans un rapport qui va s'établir de sujétion et de domination. L'attention aux situations de vulnérabilité, elle va exactement, je dirais, à l'encontre de cette logique. Elle se rattache très clairement à une éthique, me semble-t-il, cosmopolite, des stoïciens jusqu'à Kant, qui au contraire va porter une attention aux marges, qui va s'exercer à ramener progressivement les marges au centre. Ce qui met en valeur cette approche par les vulnérabilités, l'impact disproportionné du changement climatique sur certaines catégories de personnes, mais aussi l'intérêt qu'il peut y avoir à promouvoir leur participation à la définition des solutions. Parce que la définition des solutions, depuis le centre, en réalité, elle reproduit nécessairement les mêmes problèmes, puisqu'elle part toujours de la même vision solipsiste, à partir des cercles concentriques, et elle reproduit, au fond, les mêmes logiques de pouvoir. Alors, de ce point de vue-là, je voulais dire à Marie-Angèle Hermite, je ne sais pas si elle est connectée, si elle nous entend, qu'il ne faut pas se disqualifier en tant que génération coupable pour les aînés, et qu'au fond, jeunes et vieux pour le climat, même combat, ce sont les marges qui s'expriment et changent notre regard et changent le regard sur cette problématique du changement climatique. Alors, j'en viens à mon troisième point, et je vois que le temps passe, donc je vais essayer
d'accélérer. Troisième point, sur les propositions alternatives ou complémentaires. Et de ce point de vue-là, au fond, il y a deux propositions qui nous ont été faites ce matin, qui ont été magnifiquement décrites par Catherine Lebris et puis par Jochen. Les droits de l'humanité, les droits de la nature. Alors, on peut se poser la question, effectivement, de savoir s'il ne s'agit pas de projets alternatifs qui, au fond, s'inscriraient à l'encontre ou iraient à l'encontre de la proposition des droits de l'homme pour le climat. Et on peut effectivement voir ou distinguer ou penser une opposition entre droits de l'humanité, droits de la nature d'un côté et droits de l'homme de l'autre, si on maintenait le lien entre droits de l'homme et État moderne et souveraineté. Parce qu'à ce moment-là, les droits de l'homme se rapporteraient effectivement à un système de pensée qui est fondé fondamentalement sur la dualité culture-nature, et où l'espèce humaine domine la nature et où la nature est au service de fins humaines. Mais, me semble-t-il, une telle lecture semble dépassée, y compris en droit positif. Les droits de l'homme, et Catherine Lebris l'a dit d'ailleurs, ne s'opposent pas aux droits de l'humanité. Ils ne s'opposeraient aux droits de l'humanité que si on continue à les penser comme des droits du citoyen, c'est-à-dire des droits qui sont uniquement consacrés dans l'ordre juridique de l'État et qui ne trouvent aucune garantie sur le plan international. Dans ce cas-là, on pourrait effectivement répéter la critique brillante d'Hannah Arendt après la Seconde Guerre mondiale, disant qu'au fond, les droits ne pouvaient pas tenir leurs promesses, les droits de l'homme ne pouvaient pas tenir leurs promesses, et que la preuve, c'était le statut et la non-protection des réfugiés et des apatrides après la Seconde Guerre mondiale, puisque en dehors effectivement de tout ordre juridique étatique, il n'y a pas de protection des droits de l'homme, et donc en réalité, il n'y a pas de droit de l'homme tout court, parce qu'il n'y a pas de droit universel. Et cette critique d'Hannah Arendt, on ne peut pas la reconduire aujourd'hui, on ne peut plus la reconduire, parce que depuis 1945, il y a un monde qui est apparu derrière les États, il y a des institutions et il y a des garanties. Alors certes, elles sont sans doute fragiles, elles sont imparfaites, mais elles sont existantes. Et donc, dans ces conditions, dans les conditions où les droits sont garantis internationalement, au-delà des États, faire valoir des droits, c'est aussi, me semble-t-il, toujours faire valoir en même temps les droits de l'humanité, en tant qu'on défend à la fois des droits individuels et humains, de la même manière que le crime contre l'humanité atteint toujours à la fois la victime comme personne physique et, à travers cette personne physique, l'humanité. Alors, il y a cette question de l'intérêt à agir qui a été posée par Catherine. Au fond, est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt à agir plus large, voire une action populariste qui pourrait être ouverte par les droits de l'humanité, en s'appuyant sur les droits de l'humanité, et qu'on ne retrouverait pas sur la base des droits humains, qui seraient, eux, conditionnés par la démonstration d'un préjudice personnel, cette fameuse qualité de victime. Je pense qu'il faudrait, encore une fois, approfondir un petit peu cette question, mais qu'on va, de ce point de vue-là, vers un assouplissement de la condition de victime. C'est très clair à travers un certain nombre d'affaires. Je n'ai pas le temps d'approfondir de ce point de vue-là, mais penser simplement, pour le sujet qui nous concerne, à l'affaire Saatchi et autres, avec une appréciation très, très, très généreuse, il faut bien dire, de la qualité de victime par le Comité des droits de l'enfant à l'égard des auteurs de la communication. Il y a un intérêt encore à cet égard à la mise en avant des personnes en situation de vulnérabilité par rapport au changement climatique, parce que ces personnes en situation de vulnérabilité, étant à la marge, étant dans les cercles concentriques extérieurs, n'étant pas au centre, elles sont particulièrement affectées ou susceptibles de l'être par le changement climatique comme groupe de personnes. Et de ce point de vue-là, je pense qu'au regard de la jurisprudence actuelle, elles devraient pouvoir faire valoir leur qualité de victime assez facilement. Alors évidemment, on attend avec impatience la réponse de la Cour européenne des droits de l'homme à la requête qui a été présentée par les aînés en Suisse, et ça infirmera ou confirmera mon intuition de ce point de vue-là. Au-delà, donc, on peut s'interroger de ce point de vue-là sur la mise en avant des droits de l'humanité. Et là, il y a une vraie question d'opportunité, je dirais aussi, hein, une question de plus-value. Catherine Lebris, tout à l'heure, a très bien répondu, je crois, sur la nécessité de consacrer des droits, mais peut-être encore faut-il s'interroger sur la nécessité de lancer un processus normatif tendant à consacrer des droits de l'humanité, là où
finalement, l'intérêt à agir en faveur des droits de l'homme ou sur la base des droits de l'homme devient de plus en plus ouvert et où finalement ces instruments qui existent déjà peuvent être exploités ou pourraient être davantage exploités, ou en tout cas les limites qu'on pensait peut-être pouvoir leur associer ne sont peut-être pas aussi dirimantes qu'il y paraît. Puis, deuxième point, deuxième proposition alternative, ce sont les droits de la nature, ou je préfère souvent appeler, d'ailleurs, parler des droits des naturels de la Terre, ou de manière plus technique, des éléments de la biosphère, parce que ce terme de nature est toujours un petit peu, nous renvoie toujours au fond au dualisme nature-culture, et donc à une vision contestable. On pourrait les opposer sans doute aux droits de l'homme, ces droits de la nature, si on concevait les droits de la nature comme étant liés à une cosmovision holiste, qui serait par nature, à mon sens, incompatible avec le principe d'autonomie. Parce qu'au fond, ce serait une loi, ce serait revenir à une sorte de loi naturelle comme hétéronomie. On pourrait aussi les opposer, ces droits de la nature, aux droits de l'homme, si on concevait les droits de l'homme comme étant partie du projet de la modernité en tant que dualisme et projet de domination de l'espèce humaine sur la nature, au fond, si on s'en tenait à une vision strictement anthropocentrique des droits de l'homme. Et à cet égard, on a évidemment critiqué, à juste titre, à mon sens, la notion de droit humain à l'environnement, même si on peut se féliciter évidemment de la reconnaissance de ce droit par le Conseil des droits de l'homme. Il n'en reste pas moins que la notion de droit humain à l'environnement est limitée dans sa portée, puisqu'elle reconduit d'une certaine manière le solipsisme ou notre tendance solipsiste à voir l'humain au centre et le reste de la biosphère relégué vers les cercles les plus distants, la marge la plus marginale. Donc ça insiste, je crois que cette problématique insiste une fois de plus sur la nécessité de penser les droits humains comme détachés du projet de l'État moderne, comme partie d'un cosmopolitisme intégral, une cosmopolitique au-delà de la condition étatique de l'être humain moderne. Si on arrive à penser les droits humains de manière plus systématique dans ce cadre cosmopolitique ou comme partie d'un cosmopolitisme intégral, alors me semble-t-il, on doit pouvoir, et comme semble d'ailleurs le proposer Joren Zonle, concilier les droits humains et les droits des naturels, avoir une coexistence et non pas une hiérarchie, hein, comme ça a été évoqué, entre droits humains et droits des naturels, qui vont certainement entrer en conflit, mais qui vont aussi se concilier avec des logiques de balance d'intérêts. Et on pourrait, me semble-t-il, arriver à une fertilisation croisée, les droits humains permettant d'introduire des principes démocratiques dans la défense des droits des naturels, et de l'autre côté, les droits des naturels permettant d'introduire les intérêts de ces naturels, de cette biosphère dans la balance, mais aussi éventuellement comme but légitime de restriction des droits humains, ce qui ne revient pas à établir une hiérarchie, mais simplement à opérer une conciliation entre différents droits. Il me semble que cette combinaison entre droit humain et droit naturel a une véritable capacité de potentiellement déconstruire le projet moderne de domination de la nature qui s'appuie sur le couple État-marché. J'ai insisté sur ce point dans une autre contribution, je n'y reviens pas de manière plus détaillée. Mais ce qui est certain, c'est que pour arriver à cet objectif, au-delà d'une nécessité de penser les droits de l'homme en dehors d'un cadre strictement anthropocentrique, de le détacher suffisamment de la conception moderne de l'État, il faudrait aussi radicaliser le projet d'autonomie individuelle et collective, et ça face à un double barrage qui, il faut dire, est un double barrage de taille. D'abord, le barrage de l'État comme État souverainiste solipsiste, et non comme État cosmopolitique. Il faut bien dire que la plupart des États aujourd'hui ne se pensent pas comme État cosmopolitique, titulaire de responsabilités cosmopolitiques, mais davantage comme des États-nations qui sont en charge de la protection de leur propre population et de leur territoire. Et le deuxième barrage, c'est la conception dominante de la démocratie comme liée essentiellement à la représentation, la démocratie comme élection et non comme participation, qui, là aussi, constitue un véritable barrage à cette déconstruction du couple État-marché. Alors évidemment, en attendant cette radicalisation du projet d'autonomie individuelle et collective, cette radicalité démocratique qu'appelle notamment Habermas de ses voeux,
Mais il me semble bien que le recours au juge, via le contentieux stratégique, apparaît comme la seule manière, ou une des seules manières, de faire changer le droit dans une direction cosmopolitique. Et ça renvoie aux difficultés de l'action collective qu'a très bien décrit Olivier de Scutter lors de la discussion hier. Cette évolution vers une radicalisation du projet d'autonomie, elle nécessite aussi de cultiver une éthique cosmopolitique. C'est un point sur lequel il faudrait revenir. Cette éthique cosmopolitique, qui pourrait se cultiver dès l'éducation, dès l'école, je dirais, elle est nécessaire certainement pour concrétiser une évolution du droit. Et en même temps, il faut dire aussi que l'évolution du droit facilite ou suscite cette évolution de l'éthique cosmopolitique. Et puis, enfin, il faut aussi insister sur l'importance du rôle des mouvements et organisations de la société civile, donc au-delà, je dirais, du contentieux stratégique, mais aussi parfois comme partie de l'action des mouvements de la société civile. Il y a cette importance de mouvements de masse qui s'expriment au-delà des systèmes de représentation classiques pour revendiquer une évolution à la fois éthique et une évolution juridique. Et de ce point de vue-là, il faudrait se poser la question aussi de la désobéissance civile, mais je crois que ça pourrait faire peut-être l'objet d'un prochain colloque, parce que c'est une belle question à la fois pour les philosophes et pour les juristes. Alors, en attendant ce prochain colloque qui serait organisé par Christelle et par Camilla, eh bien, voilà, mon appel final pour conclure, c'est que pour faire face à la crise climatique cosmopolite de tous les pays, unissez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces captivantes conclusions. Je crois qu'en tant qu'organisatrice, je pense que Camilla sera du même avis. Nous sommes vraiment, vraiment très, très heureuses.